Polysécure, épisode technique. Je suis avec Nicolas. Salut Nicolas! Salut Nicolas! Ah, c'est drôle. Je m'attends jamais. Je pense que ça va rester éternellement ce projet-là. Puis en plus, le pire, c'est que généralement, on enregistre plusieurs épisodes de suite et on fait la même blague à chaque fois. À chaque début d'enregistrement. C'est toujours... On est juste pas capable de résister. On est toujours... En tout cas, bref. L'automne passé, on avait parlé un peu du Edge, mais pas ensemble. L'incident de CrowdStrike nous avait amené à discuter quelque sorte du Edge Computing parce que c'est quand même ce que c'est. Pourquoi le Edge, la virtualisation, les containers là-dedans. Fait qu'on avait abordé dans une perspective de l'incident CrowdStrike qui nous avait amené à réfléchir là-dessus. On avait fait un certain nombre d'énoncés. Depuis, les choses ont évolué. Depuis, tu as été mis en contact justement avec des cas réels de cette nature-là. Et le bénéfice et tout ce qui s'ensuit avec ça. Yes. C'est juste pour se rappeler un peu de la discussion qu'on avait eue sur le Edge, c'était très en lien avec l'idée de mais pourquoi est-ce que tu es obligé d'avoir une machine virtuelle ou une infrastructure pour supporter l'application? Parce qu'essentiellement, c'est ça l'enjeu. Après ça, que ce soit dans un data center, dans le cloud, dans des remote locations, c'est putain important. L'idée était la même. L'idée, c'était mais qu'est-ce qui est important ici? C'est rouler l'applicatif. Le reste de tout ce qui est en dessous, c'est un prétexte. C'est un prétexte à rouler l'application. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers mois, dans mon travail chez Google, j'ai été appelé à travailler sur un dossier de Edge Computing pour une une entreprise québécoise. Puis ça m'a ouvert les yeux sur un paquet de choses qu'on est habitué de voir, on est habitué de faire. Mais après, tu remets ça en question en disant, mais on en a-tu vraiment besoin? Là? Tu sais, je ne veux pas quoter M. McSween, mais essentiellement, il y a beaucoup de choses qu'on fait en TI. T'en as-tu réellement besoin? Parce que dans les faits, une fois que tu commences à containeriser de l'applicatif, il y a bien des choses que tu n'as pas besoin. Puis moi, ce que je veux qu'on jase aujourd'hui, c'est un peu, je vais te parler de tout ce que j'ai découvert dans ce projet pilote-là de Edge Computing. Bien, ce que moi, je mentionnais justement à l'automne dernier, c'est tout le volet absurde, parce que la virtualisation ne fait que séparer le OS de la machine. Donc, le OS ne gère plus la machine, ce qui était sa fonction de base. Et là, alors, pourquoi on a un OS? Parce qu'on a déjà une couche qui s'occupe du matériel. Puis, dans le fond, la fonction de base, c'était ça. Fait que là, on a maintenu une espèce de statu quo avec le système d'exploitation parce qu'on était habitué. Mais dans les faits, la couche de virtualisation sert à ça. Quand on embarque dans les conteneurs, comme tu mentionnes, on est un peu encore une étape plus loin. C'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose qui s'occupe de la machine. Puis on a déjà quelque chose qui s'occupe d'une bonne partie de la gestion périphérique de l'application, où l'application n'a juste besoin d'exister. Elle n'a plus besoin autant d'appui sous-jacent. Donc, on est encore dans un course, on dégraisse, mais historiquement, on maintient encore, parce que par habitude, ces vieilles couches-là qui n'ont plus de valeur ajoutée à l'organisation. Non, exact. Puis, ce qui se passe au niveau développement applicatif aujourd'hui, il n'y a plus personne qui développe dans un modèle où est-ce que je prends un gros bloc de code, que je le roule. Pour pouvoir rouler le bloc de code, j'ai besoin d'une librairie, j'ai besoin d'un système d'exploitation, j'ai besoin d'un engin d'hypervirtualisation, j'ai besoin de serveurs. Au niveau applicatif, il n'y a plus personne qui développe dans ce modèle-là. Non, puis on parle aux développeurs, c'est du Node.js, c'est du Angular. Il vit dans un monde qui est déjà des librairies, mais qui sont dans leur univers de développement, qui ne sont plus dans un univers de matériel, de couches plus basses que maintenant, ils ne comprennent même plus. De toute façon, quand tu parles aux développeurs, ils ne comprennent plus ces couches-là. C'est inexistant. Là. Non, c'est ça. Fait que là, dans la situation dans laquelle j'ai eu à tester ces idées-là, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe si je prends cet applicatif-là puis j'ai besoin de la rouler pour plein de raisons, j'ai quand même besoin de la rouler dans mon infrastructure à moi. Parce qu'il y en a des cas. Il y a des cas où est-ce que l'utilisation du cloud ou d'un data center quelconque n'est pas possible. Si on regarde des besoins de grosses bandes passantes ou des besoins de très basse latence ou un besoin dans une situation où est-ce que la qualité de ton accès Internet est variable ou elle n'est pas garantie ou du moins elle n'est pas suffisante pour soutenir ton modèle d'affaires de cette location-là, mais ça, c'est 3 use cases qui font en sorte que le cloud, c'est juste pas possible. Mais comment on fait pour régler ça? Fait que la solution que j'ai eu l'opportunité de développer, ou pas développer, d'expérimenter chez un de mes clients, c'est la solution GDC Edge, donc Google Distributed Cloud Edge
Donc, on prend littéralement la même recette que Google a développée pour ses data centers, puis on l'applique chez le client. Donc, on a quand même des serveurs, je veux pas, tu t'en sauves pas. Là. Il y a du métal avec des processeurs, de la mémoire et des disques quelque part. On prend ça sur lequel on va installer un système d'exploitation qui n'est pas celui qu'on est habitué à avoir. Donc, on n'est pas dans du Linux ou dans du Windows mainstream. C'est un système d'exploitation propriétaire à Google, que Google a développé. Et c'est tout. C'est un système d'exploitation qui est extrêmement petit et que son seul rôle, c'est de rouler des containers. Donc, je peux te laisser imaginer la quantité de choses que tu n'as pas besoin de faire. Du moment où est-ce que tu as nativement ton applicatif que tu as développé et que tu la roules sur du métal, ben, juste pour faire une espèce d'analogie là, de poupée russe. Là. Bon, poupée russe, c'est probablement le meilleur exemple. Lorsque, traditionnellement, tu as ces mêmes containers-là qui roulent, tu commences par avoir du métal. Sur le métal, tu installes un hypervisor, VMware ou n'importe quel Nutanix, machin. Là-dessus, tu vas installer des machines virtuelles. Sur ces machines virtuelles-là, tu vas avoir besoin essentiellement plusieurs affaires. Tu vas avoir besoin d'un agent de backup parce que tu veux backuper ton agent, tu veux backuper ta VM. Tu vas avoir besoin d'un système DDR. Tu vas pouvoir sécuriser la VM, la patcher, scanner les vulnérabilités, déployer les patchs, déployer les mises à jour. Il va falloir que tu installes OpenShift pour pouvoir rouler les containers. Puis après ça, tu vas rouler les containers. Fait que quand tu regardes ça, du edge computing chez Google, c'est tu prends uniquement le container puis tu le roules. C'est tout. Fait que pense à tout ce qui peut disparaître puis imagine ce qui découle de ça. Ouais, c'est un peu fou. Puis l'image qui m'arrive, c'est comme un firmware. Fait que ton application n'est finalement qu'un firmware que tu mets sur une machine physique sa seule fonction, c'est de rouler ce qu'elle doit rouler. L'avantage d'avoir des containers, c'est que tu peux en avoir beaucoup. Fait que le OS que tu parles, c'est juste le firmware de base sur lequel tu viens asseoir directement des fonctions et qui servent le besoin business. Parce que ça revient à ça, le besoin business. Puis ces fonctions-là sont généralement stateless. Fait que mettons qu'on commence à regarder comment on déshabille la mariée. Là. On a, mettons, le système de backup. Ça, c'est un système que tout le monde a. Tout le monde a ça. Tu veux backuper la VM parce qu'en cas de panne, tu as besoin de ramener la machine virtuelle le plus rapidement possible pour pouvoir que la business reparte. Mais dans un système où est-ce que tu as l'applicatif qui roule en mode container, le container, il est stateless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire. Il me ressemble beaucoup. Là. J'ai comme une mémoire de poisson rouge. Mais le container, il n'y a pas de mémoire. Fait que si tu le perds, c'est pas grave. Si il se fait abîmer, c'est pas grave. S'il arrête de marcher, c'est pas grave. Tu le repars. Une fois que tu n'as pas besoin d'avoir de backup, ta vie est très, très simple parce que ton objectif à toi, c'est de t'assurer que l'applicatif, ce container-là ou ces containers-là sont fonctionnels, sont déployés selon le script YAML que tu as fait. Puis c'est ça, c'est le desired state en anglais, l'état désiré de ton infrastructure de microservices. Puis c'est ça, une fois que ça marche ou ça ne marche pas. Fait que pourquoi est-ce que tu aurais besoin de le backuper? Ben, tu vas backuper ton script. Oui. Fait qu'une fois, mais ça que c'est fait, c'est un script pour l'ensemble de ton. Tu sais, tu répliques pas les choses éternellement. Puis ensuite, tu viens détacher ta couche de persistance, parce qu'on en a quand même besoin d'une, dans un modèle plus pur au niveau de design où ta couche de compute et ta couche de persistance sont détachées. Mais pour de vrai, fait que tu perds ta couche de traitement. C'est pas grave, t'en pognes une, tu la rebalances là, puis elle repart où elle était, parce que comme tu dis, stateless, on va juste relire la couche de persistance, donc la base de données, fichiers, whatever, comment la persistance est existée. Puis tout repart normalement. Puis fait que tu es capable de dissocier la façon que les backups fonctionnent, parce que ta couche de traitement ne change pas à tous les jours. Non. Elle change genre une fois par année. Donc, quand il y a des updates. C'est comme updater ton firmware. C'est genre pas très souvent. Tu updates ton firmware une fois de temps en temps. Mais tu as toujours une copie de ton firmware quelque part, c'est un problème, pouf, tu garoches. C'est pas dans un raisonnement de backup au sens classique où on le fait à toutes les heures. Ben, tu as une copie sur un floppy disk, quelque part, de ton firmware que tu redescends une chose. Ouais. Puis ton backup n'est que sur tes données de persistance que tu as besoin. Et encore là,
dans un contexte de edge, la persistance, c'est so-so. Là. Ben moi, ce que j'ai appris, puis honnêtement, dans ce dossier-là, j'apprends énormément. Parce que moi, je suis un gars de sécurité qui fait dans mon quotidien ce que mes clients ont besoin. Fait que il a fallu que je déterre un paquet d'expertise que j'avais de mon ancienne vie en termes de machines virtuelles, en termes de système de backup, de VLAN, de networking. Une des choses que j'ai réalisées, c'est ultimement, tu as des données, tu as une base de données quelque part. Puis d'être distribué dans un remote location, ben, si tu n'as plus d'Internet, parce qu'on revient tout le temps aux mêmes trois raisons pourquoi tu devrais rouler on-premise. C'est la latence, la bande passante et la stabilité de l'accès Internet. Il y en a des cas. Quand tu as un magasin dans le fin fond de Chibougamau, des fois, l'Internet n'est pas stable. Ou une usine en plein milieu du bois, un traitement pétrolier en plein milieu de l'océan, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais? De dire que ton app, c'est stateless, oui, OK, c'est bien beau, c'est tout fantastique, mais tes données, à un moment donné, sont quelque part. Fait que là, ce que j'ai découvert ou appris dans ce cas-là, c'est, ben, au niveau de la base de données, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une réplique de la base de données maîtresse qui, elle, peut être dans le cloud. Puis après ça, il y a juste un synchro qui arrive entre ce qui se passe on-premise puis ce qu'il y a dans le cloud. Puis par la suite, si jamais l'Internet ne marche pas, pour toutes sortes de raisons, pendant 1, 2, 3, 4 jours, que l'Internet est instable ou qu'il manque de bande passante, c'est pas grave. La base de données, tu as une copie locale, tu as une réplique locale. Si jamais il arrive une panne ou qu'un incendie ou qu'il arrive quelque chose, un événement, une fuite d'eau qui pourrait détruire les serveurs, c'est pas grave parce que ultimement, tu es éventuellement consistant avec la base de données qui, elle, est dans le cloud. Puis rebâtir ta réplique au niveau de la base de données, c'est somme toute facile parce que tout ce que tu as besoin, c'est que tu repars le container de la base de données qui se resynchronise avec la dernière version qui était, elle, dans le cloud. Et voilà, ça marche. Dans le cas qu'on a eu une panne d'Internet pendant, je sais pas, 2-3 jours, mettons que l'Internet dans le fin fond du rang arrête de fonctionner, bien, la base de données va continuer d'être autonome parce que c'est ça la beauté du Edge. Ça a été conçu pour ça. C'est de dire, je suis capable de rouler de façon déconnectée pendant plusieurs jours. Puis à ce moment-là, ben, les données, il y a de la transformation, tu passes des transactions, tu updates la base de données. Puis quand elle revient connectée avec ta version cloud de la base de données, elle se remet en synchro, puis c'est tout. Ouais, ben, elle fait juste, d'un point de vue BD, elle fait juste rouler les transaction logs, puis elle repart les choses de l'autre bord. En fait, c'est assez simple. Ça devient comme un backup par le fait même, parce que tu as toujours comme au moins 2 instances. Oui. Une qui est dans le cloud, puis tu as une sur site. Fait que tu as des RPO et RTO qui sont quand même assez intéressants aussi en cas de problème, en cas de situation qui peuvent être difficiles. L'autre chose, donc, si on continue le raisonnement, c'est que là, oui, au niveau des backups, c'est bon, mais ça, ce que ça veut surtout dire aussi, ça veut dire que je ne suis pas obligé à chaque fois que je roule une machine virtuelle de télécharger. Mettons, j'ouvre une nouvelle location, puis j'ai 20 VM à télécharger. Chaque VM fait 60 gigaoctets sur une ligne Internet de 50 mégabits par seconde. Je peux te dire que tu n'as pas beaucoup de plaisir à regarder Windows loader. Bien, dans un monde de container, une fois que tu n'as plus la partie OS, tu as uniquement le container et la synchro de la base de données, tu en as beaucoup moins à télécharger. La pression sur la bande passante est beaucoup plus basse, beaucoup plus faible. Fait que tout va plus vite. Toi, d'un point de vue business, tu te dis, on vient de tomber en DR, on a eu un incendie, un événement physique qui a tué les serveurs. On doit réinstaller des serveurs nouveaux ou peu importe, réimager. Bien, la remise en place de ces images-là, au lieu de t'avoir à télécharger 10, 15, 20 images de 60 gigs, tu as uniquement 10, 12 containers de 100 MB. T'envoies un floppy disk avec les serveurs, c'est là, un bon vieux floppy disk. T'envoies une clé USB avec les images, genre comme on fait avec des firmware, puis tu sacs ça là, puis c'est reparti. Puis là, tu le laisses synchroniser avec ses copiemètres en haut. Puis ensuite, une façon que quand c'est bien fait, puis j'imagine que l'automatisme de synchronisation est built-in dans le système. Oui. Donc, la couche de persistance, tranquillement, va arriver rétroactivement. Oui. Fait que tu vas être capable d'opérer probablement très rapidement. Puis, le vieux stock va descendre tranquillement sur le chose à la capacité de la bande passante. Là. Parce que comme c'est basé sur Kubernetes, le Edge Computing de Google, ultimement, il y a un déclencheur. Je suis comme surpris, c'est Kubernetes. Pourquoi? Ben, ouais, c'est vastement adopté, mais c'est surtout, c'est open source. Tout le monde connaît ça. C'est surtout que c'est Google qui l'a développé, là. Oui. Mais c'est très vastement adopté, c'est open source. Bref, il y a plein de bénéfices à ça. Puis c'est surtout que chez le client, chez qui se faisait ça, il connaissait très bien
les commandes kubectl, puis toutes les commandes de Kubernetes, ils étaient familiers avec ça. Puis là, ça devient comme un naturel d'implanter ça. Donc, tu as ton script YAML principal qui dit, ben voici tout l'état dans lequel tu dois être. Puis le système va viser à télécharger tous les packages, puis se mettre dans cet état-là. Puis il va être relentless là, jusqu'à temps qu'il atteigne cet état-là. Donc, à date, là, dans ce que j'ai appris, puis dans les bénéfices, ben, on a parlé de backup. J'aimerais ça te jaser un peu. On a parlé de patching. Ça, on en avait parlé la dernière fois par rapport à CrowdStrike, le fait que tu te débarrasses des VM. Ça, c'est bien le fun. Une des choses que j'ai découvert dans un business case, c'est au niveau de la cybersécurité, quand tu as plusieurs VM on-premise, ben, ça te prend obligatoirement plusieurs EDR. Parce que ton point de vulnérabilité, puis les failles qui pourraient arriver, évidemment, tu en as au niveau applicatif. Si tu as des containers, du code défectueux, tu en as. Si tu es vulnérable, là, ben, l'EDR va juste empêcher l'exécution. Mais c'est pas l'EDR qui va regarder les failles dans le code. C'est d'autres choses qui font ça. Mais à la fin de la journée, s'il n'y a pas de faille de système d'exploitation, de faille de base de données à exploiter, ben, tu n'as plus tant besoin d'EDR. Donc, imagine le coût. Fait que quand tu arrives à plusieurs centaines de machines virtuelles comme ça, tu n'as littéralement pas besoin de EDR. Tu as besoin d'autres choses. Mais les licences d'EDR débarquent. Fait que quand tu fais les maths, en termes de retour sur investissement, d'aller dans une solution Edge versus une solution traditionnelle avec des machines virtuelles, des backups, puis tous les autres systèmes, ben, un des gros morceaux qui disparaît, c'est l'EDR. Là, tu vas me dire, ouais, mais Nick, ça prend un EDR quelque part, puis tu as raison. Mais dans un système container uniquement, ce que tu vas plus vouloir, c'est l'équivalent d'un Synapse, mais pour du Edge. En fond, ce que tu veux regarder, c'est est-ce que mes containers sont vulnérables, puis est-ce que mon système Kubernetes ben, de toute a façon, des vulnérabilités. Oui. Puis de toute façon, on n'embarque plus dans une notion d'EDR comme on est habitué, parce que là-dessus, c'est vraiment endpoint. Mais là, on n'a plus la notion d'endpoint. On avait déjà discuté avec un de tes collègues du fait que le navigateur est rendu le nouveau endpoint. Ça, c'est un point. Oui. On avait abordé ça. Mais là, c'est ce coup-ci, le endpoint n'est plus un OS. Le endpoint n'est qu'un conteneur qui roule une application. Ouais. Fait que les notions ne sont pas les mêmes. Et là, on embarque dans de la sécurité pure et dure Kubernetes. Donc, tout du EBFS, des notions aussi où tu vas trouver tes signaux, parce que l'idéal, c'est ça. Tes signaux sont ailleurs et ils sont open source, tes signaux. Tu peux les monter vers le haut dans un CIEM, whatever, comme tu veux. Fait que tu n'es plus dans le même, dans la même réflexion. Là. Dans les choses que j'ai découvert du Edge Computing dans le projet que j'ai fait, c'est exactement au niveau de l'interface utilisateur. Lorsque tu es dans la console Google Cloud, aux yeux de la console, ton cluster Edge, c'est uniquement un autre point de distribution que tu pourrais avoir dans une région cloud. C'est une région Northam 1 à Montréal, Northam 2 à Toronto, ou US Central, machin. Et là, dans la liste des choix où est-ce que tu peux déployer tes containers, ben là, tu as la location qui est, ou peu importe l'adresse, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. C'est littéralement ça. C'est que aux yeux du système, tu déploies le même container, tu as le choix de le déployer dans le cloud ou le déployer sur le Edge. C'est le même container, c'est le même pipeline, c'est les mêmes YAML Kubernetes, mais c'est juste le point d'opération qui est plus long. Ben, c'est la même logique. Puis ça met en perspective toute l'expertise de Google dans ce système-là où ils ont mangé leur propre nourriture de chien, si on fait une traduction littérale. Leur propre dog food. Fait qu'eux-mêmes ont eu à gérer ça. On en avait déjà parlé un peu de Borg et ces éléments-là dans le passé. Et la migration de Borg vers ce que Kubernetes est maintenant, la version open source, c'est tout ce que c'est. Donc, cette migration-là, et sa gestion à des scales, à des amplitudes qui n'ont aucun sens pour le commun des mortels. Fait que ensuite, c'est juste la réplication de ce savoir-faire-là. Exact. Et la distribution dans des contextes différents, des use cases différents. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'utiliser des use cases complexes que Google doit affronter et le mettre dans le réel d'entreprises qui ont des défis qui sont à la fois petits, parce que du Edge, c'est petit, mais qui, de point de vue administratif, se représentent exactement comme la complexité Google au niveau mondial, l'amplitude et tout ce que c'est. Là. Tu dis que c'est petit, mais à la fin de la journée, oui, ça peut être grand. Parce que dans le Edge Computing, en ce moment, le projet que j'ai fait, c'était 3 nœuds de taille médium. Là, un cluster qui, si tu l'achetais valeur marché, là, c'est
35 à 50 000 US pour 3 boîtes. Dans la norme de ce que c'est pour ce genre de. Tu sais, c'est pas plus cher, moins cher, là, c'est à peu près in line avec ce que c'est. Mais là, ce qui est intéressant avec le Edge, c'est qu'on va sortir bientôt une très petite boîte. Donc, un 3 nodes, mais à l'intérieur d'un 1U. Et l'autre chose qui existe déjà, c'est que tu peux littéralement acheter le rack. Fait que si tu as des données hyper sensibles, que tu as peur d'aller dans le cloud pour plein de raisons qui sont bonnes, tu sais, je ne juge pas du tout ça. Mettons que tu veux vraiment garder ça, mais tu veux bénéficier de la techno de Google. Parce qu'essentiellement, quand tu as un rack Edge au complet, tu pourrais prendre ton propre data center, te remplir ça de rack Edge. Puis littéralement, c'est l'équivalent de créer ta propre région cloud chez toi, sous ton contrôle, cloud souverain style. Tu pourrais littéralement. Puis là, tu es en contrôle de tout. C'est des clés d'encryption que tu gères toi-même. Donc, essentiellement, c'est quelque chose que si tu as une aversion à aller dans le cloud, ben là, tu peux le régler avec cette technologie-là, puis avoir tous les bénéfices de ne plus avoir l'infrastructure traditionnelle de machines virtuelles que tout le monde connaît depuis 20 ans. Oui, bien, c'est bénéficier du savoir-faire de Google en l'occurrence, tout en étant capable d'être autonome et de vivre dans les use cases sont parallèles. Mais le fait de vivre des régions virtuelles, parce que c'est un peu ça que tu fais, est justement une des exemples du savoir-faire de Google de gérer tous ces data centers au monde, le réplique dans une façon plus petite. Là. Si je dis plus petit, c'est un 3 serveurs. Data center à Montréal va être beaucoup plus gros que ça. Là. Les data centers à Montréal vont être beaucoup plus gros que ça. Là. Donc, tu sais, d'être capable de ça, mais aussi la même logique de gestion, mais pour un besoin d'un client spécifique, ce genre de choses-là. Puis oui, bon, Google, moi j'avais vu, c'est Sense, qui est l'espèce de partenaire que Google est à l'aise, qui en termes de cloud souverain en France, par exemple, est un élément intéressant. Puis tous ces éléments-là, les outils sont là. C'est ceux qui prêchent la souveraineté des données et blablabla. Ben, il y a des outils cloud qui respectent, qui s'alignent avec ça. Puis le Edge est une très belle démonstration de cette applicabilité-là, de même un grand cloudeur, mais quand même de rester en contrôle de ses données et en contrôle de son contenu. Oui, exact. Dans les autres choses que j'ai découvertes, puis on parle de comment on connecte sur certains services. Il y a certains services qui ne sont pas accessibles on-premise. Si, mettons, tu veux avoir accès à Gemini, tu as besoin de rouler certains modèles. Gemini est uniquement disponible dans les régions cloud. C'est pour des raisons de sécurité. On a un contrôle très strict sur comment on peut gérer ça. On en a déjà parlé ensemble. C'est sûr que tu pourrais rouler, mettons, le modèle open source équivalent ou alternatif qui est Gemma. Là, tu peux le rouler dans ton centre de données à toi. Mais mettons, tu veux accéder à Gemini à partir d'une location Edge. Comment tu fais ça? Bien, avec le Edge, il y a une fonction built-in de VPN qui permet à tous les clusters d'établir un VPN qui se termine directement dans le VPC, qui te mène à toutes les API Google ou à d'autres workloads ou à d'autres services de Google, sans même avoir besoin de te soucier de créer la couche de transport entre les deux. Ça, c'est super intéressant parce que c'est pas obligé. Là. Ce que je te dis, c'est que tu as l'opportunité de le faire comme ça. Tu pourrais laisser chaque rack Edge se laisser transporter par l'infrastructure de télécom que vous avez mis en place. Et là, le BGP va te ramener tranquillement, pas vite, à travers l'Interconnect, les VPN, vers ton VPC. Mais mettons que tu n'as pas ça. Mettons que tu n'as pas l'infrastructure de télécom. Exemple, commerce de détail avec un accès Internet pur, puis c'est tout. Pas d'SD-WAN, pas de WAN MPLS, pas de rien de ça. Ou pas de VPN monté vers un siège social ou un data center. Si tu n'as pas ça, tu es capable de dire à chaque cluster Edge, pour pouvoir accéder certains endpoints dans le cloud, utilise la fonction native, puis là, les Edge Location vont lever des VPN tout seuls qui vont utiliser la fonction dans Google Cloud. Je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Cloud VPN. Ça va être se terminer là-dessus. Cloud VPN, il termine dans un VPC spécifique à toi. Puis là, à ce moment-là, tu reprends la communication à partir de là. Oui, c'est super chouette parce que ça facilite la protection, les choses. Au lieu de se payer un gros lien dédié, des choses comme ça. Puis de toute façon, dans Edge, c'est dans un contexte où tu ne peux pas le payer, ton lien dédié, dans un contexte différent. Et justement, d'accéder de façon non publique, parce qu'on demande là-dessus, il peut
personne qui peut voir ce qu'on fait, ben, on a quand même cette assurance-là. Et cet automatisme-là, ça revient aussi un peu à ça, là, la capacité de le faire avec le moins d'efforts possible. Non, C'est l'un des bénéfices. Ça. Exact. Fait que, si je résume, dans ce que j'ai appris à partir du Edge, fait que là, le Edge, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est des serveurs de n'importe quel manufacturier sur lequel on installe un système d'exploitation qui a été développé par Google, maintenu par Google. Fait que, tu sais, pas, on pourrait dire, ah ouais, mais il y a quand même un OS. Oui, il y a un OS, il y a toujours un OS, mais c'est c'est un OS qui est maintenu par Google. Fait que toutes les patchs et mises à jour, c'est plus la responsabilité du client, ça vient géré par Google. Puis comme il y a toujours 3 nodes minimum dans un, ben la dynamique de mise à jour se fait tout seul. Il n'y a pas d'interruption par rapport à ça. Ça se connecte sur ton réseau local, fait qu'on drop sur les VLAN locaux. Sur cet OS-là, on roule Kubernetes géré. Donc, c'est l'équivalent de GKE Enterprise que nous, on a dans le cloud. Donc, c'est exactement la même chose. Ça apparaît dans la console comme si c'était un endpoint Kubernetes au même titre que les régions cloud. Une fois qu'on a ça, ben, on n'a plus de machine virtuelle, on n'a plus d'hypervisor. Selon l'architecture de l'application, tu n'as pas de backup à faire parce que ça ne sert à rien de backuper de VM. Il n'y en a pas à backuper. Au niveau de l'EDR, tu n'as pas vraiment besoin d'en installer. Tu as quand même besoin de faire d'autres choses, mais tu aurais dû les faire avant au niveau applicatif de toute façon. Fait que tu as juste besoin de continuer ça. Après ça, imagine la quantité de logs que tu n'as plus besoin d'envoyer dans ton SIM. Fait que là, si tu as, mettons, 200 locations ou 300 locations qui ont 10-15 machines virtuelles chaque, imagine la quantité de logs qui est envoyée à ton SIM. Ça disparaît de façon magistrale. Fait que ça coûte moins cher. Tu en as moins à surveiller parce que ça ne sert à rien de surveiller ça. De toute façon, il n'y a rien à surveiller. Après ça, en termes d'orchestration, c'est exactement les mêmes outils qui sont intégrés dans ton pipeline de DevOps que tu as de toute façon avec Kubernetes pour rouler tes containers. Patching, Google s'occupe de pas mal tout à part de l'applicatif. L'applicatif, tu as quand même ta couche, tu as quand même ta responsabilité de déployer des containers qui n'ont pas de vulnérabilité applicative dedans. Ça, c'est la base, mais une fois que tu as des bonnes pratiques de ça, ce que tu devrais avoir, il reste quoi? Ah, il reste la connectivité vers les services privés. Parfait. Là, on a l'option de soit se laisser transporter par le réseau qu'on a déjà en place, ou soit d'utiliser les VPN dynamiques qui vont se terminer dans un VPC. En termes d'effort, c'est magistral, là, la quantité de choses que tu n'as plus besoin de faire. Là. Ça fait un ROI vraiment spectaculaire. Puis, ben, c'est un peu ça que j'ai découvert dans les dernières semaines pour ce projet-là. C'est des bénéfices majeurs, un impact sur la cybersécurité qui est spectaculaire. Oui, mais ça revient au fait que les TI sont un accélérateur pour le business et les TI ne sont pas le business. Fait que c'est vraiment un retour à ce que ça aurait toujours dû être finalement pour que les TI ne soient plus un poste de dépense important comme dans le plan des entreprises, mais un poste de support comme on devrait retrouver dans n'importe quelle entreprise. Là, on pourrait dire aussi, mais j'ai certaines applications qui ne sont pas modernisées, qui sont encore en machine virtuelle, puis j'aimerais commencer une transition. J'ai certaines applications qui sont déjà en container, mais il y en a d'autres, ça va prendre encore 2-3 ans. Là. Fait que j'ai pas le goût d'attendre 2-3 ans avant de rouler du Edge. Savais-tu qu'on supporte Windows et Linux natifs? Fait qu'on est capable de rouler un container qui est essentiellement une VM nativement sur le Edge. Donc, si dans une question de transition, tu as quand même besoin de rouler des machines virtuelles, tu peux le faire sur le Edge. Mais dans les faits, ça va être un container, un maudit gros container qui va rouler comme une VM. Ouais, ça ne sera pas sur le floppy, celle-là, ce container. Lui, il faut télécharger au complet. Ouais, c'est ça, il faut arriver avec le contenu au complet. Super intéressant. C'est un changement de paradigme. Je trouve ça important qu'on l'aborde parce que justement, on va vers là. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui maîtrisent et qui ont la vision. Puis c'est une belle façon de parler du Edge qui nous amène dans un regard un peu différent, qui n'est pas une start-up californienne qui part de zéro, mais dans un monde réel où on a déjà des acquis qu'on veut balancer vers quelque chose de plus performant. Yes. Écoute, Kubernetes chez Google, ça a été inventé en 2006, si je ne me trompe pas, 2003, là, dans ces eaux-là, au début des années 2000, pour rouler Google Search, parce que ça aurait été impossible de rouler Google Search sur des VM. Donc, ça a été open sourcé, je crois, en 2013-2015, comme Kubernetes. Donc,
effectivement, de s'appuyer sur cette expertise-là pour moderniser son applicatif, c'est bon. Maintenant, la question, c'est oui, mais si je peux pas aller dans le cloud parce que bande passante, stabilité ou latence, well, on a maintenant une solution. Cool. Merci. Un gros merci, Nicolas.